Merci de nous retrouver pour les partis pris. Ruth Elkrieff pour la politique, Abnous Chalmani pour l'international, Pascal Perry pour l'économie. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. C'est vous qui commencez, Ruth, votre parti pris politique. Rima Hassan, le prix des mots, la députée européenne, a été placée en garde à vue pour apologie du terrorisme. Oui, la députée européenne LFI, mais surtout agitatrice antisioniste sur tous les campus depuis le 7 octobre 2023. Elle a été placée en garde à vue pour apologie du terrorisme. Et cette mesure intervient dans le cadre d'une enquête menée par le pôle national de lutte contre la haine en ligne. Au cœur de l'enquête, regardez, c'est un tweet qui a été publié le 26 mars dernier, qu'elle a supprimé juste après sa convocation et qui relayait des paroles et des photos du terroriste Kozo Okamoto. Ce membre de l'armée rouge japonaise, le 30 mai 1972, avait récupéré ses bagages qui contenaient des armes à feu et avait ouvert justement le feu en faisant 26 morts à l'aéroport Ben Gurion à Tel Aviv. Plusieurs civils israéliens et 17 pèlerins catholiques portoricains y avaient trouvé la mort. C'est le député Mathias Renaud du Rassemblement national qui avait saisi la justice, mais aussi et surtout, je le précise parce que c'est devenu un argument des soutiens de Rima Hassan, le ministre de l'Intérieur qui a utilisé l'article 40 pour signaler un tweet qui pose problème. Le tweet donc de ce terroriste japonais a été retweeté par Rima Hassan. C'était un tweet de l'époque. C'est ça. C'est un tweet qui montre et qui est une déclaration de ce terroriste qui dit: j'ai consacré ma jeunesse à la cause palestinienne. Tant qu'il y aura oppression, la résistance ne sera pas seulement un droit mais un devoir. Alors, le ministre de l'Intérieur a donc utilisé l'article 40 pour dénoncer un message qui reprend une citation sans mise à distance ni condamnation, mais à des fins d'inspiration. La justice va donc décider si, en effet, cette publication est une simple citation ou si c'est la valorisation de l'auteur d'un attentat terroriste. On verra ça s'il y a une mise en examen dans les heures qui viennent. Par ailleurs, au cours de cette garde à vue, il y a une petite quantité de drogue de synthèse qui a été retrouvée dans le sac de Rima Hassan, des cristaux d'un dérivé de la 3-MMC, ce qui a entraîné une autre procédure, une procédure incidente pour détention et transport de stupéfiants. Je précise, pour être absolument clair, dans le cadre d'une consommation personnelle, c'est ce que précise notre service police-justice. Alors, c'est Raphaël Maillochon qui nous l'indique, elle devrait sortir ce soir, parce que demain, elle est convoquée par la police judiciaire au 36 quai des Orfèvres pour d'autres affaires. Oh, pour une autre, en plus des deux affaires dont vous parlez. Exactement. Voilà. Et donc, en fait, ils sont obligés ce soir, sans doute, de la libérer, de la remettre en liberté. La question, c'est de savoir si elle va être mise en examen ce soir pour apologie de terrorisme et également pour détention et transport de stupéfiants. C'est la question qui va se poser. Alors, c'est pas la première fois que l'eurodéputé est l'objet d'accusations d'apologie du terrorisme, mais elle avait toujours été entendue libre jusqu'à présent. L'Armada LFI s'est d'ailleurs mise en marche. Jean-Luc Mélenchon, Manon Aubry, Mathilde Panot, Sophia Chikirou, j'en passe, c'était par dizaines. Pas un n'a manqué à l'appel. Tous ont dénoncé la police politique qui a convoqué Rima Hassan. Il n'y a donc plus d'immunité parlementaire en France, insupportable. C'est toujours donc le même procédé de victimisation et le reproche de la criminalisation d'un opposant politique. Alors, je vous précise tout de suite pour y répondre que l'immunité parlementaire n'est valable que dans l'exercice des fonctions du député. Est-ce que c'est le cas ? Et puis surtout qu'il y a une exception à cette règle, c'est le flagrant délit. Et celui-ci, il court sur 7 jours renouvelables. Et c'est Raphaël Maillochon toujours qui m'a absolument confirmé que cette audition a donc eu lieu dans le cadre du flagrant délit et donc elle est totalement légale. Ça, c'est pour répondre aux reproches. Après, on le sait, Rima Hassan, c'est pas la première fois qu'elle flirte avec la ligne rouge. Dans une séquence vidéo accordée aux médias Le Crayon pour savoir si le Hamas menait une action légitime, elle avait répondu vrai. Elle avait déjà eu une première convocation. Elle avait eu des tweets disant Israël est une monstruosité, deuxième convocation, etc., etc. Et je vous l'ai dit, elle est convoquée demain au 36. Alors c'est plus au 36, la PJ. Oui. C'est dans le 17e. Bon, mais c'est l'expression, c'est vrai. Mais c'est l'expression, c'est comme ça c'est à la PJ. L'eurodéputé est devenu, depuis le 7 octobre, l'égérie, moi je dirais non pas de la cause palestinienne, mais plutôt d'une vision délétère, visant d'abord à la destruction de l'État d'Israël et de ceux qu'elle suppose ses soutiens,
visant des personnalités juives, et pas seulement, mais aussi des journalistes ou des humoristes, refusant comme elle d'utiliser le mot apartheid ou génocide, dénonçant la guerre de Gaza, mais pour autant refusant d'utiliser les mots apartheid ou génocide. Alors lorsqu'on connaît le climat de polarisation sur cette question, les menaces de mort qui suivent cette forme de ciblage, on peut dire qu'elle a contribué à alimenter le climat de violence politique et d'antisémitisme dans la société française depuis des années maintenant. Pour preuve, le slogan qu'elle arbore à chacune de ses prises de parole, « From the river to the sea », pour définir le futur État palestinien de ses voeux, c'est-à-dire du Jourdain à la Méditerranée, cette phrase, ça appelle assez, même pas implicitement, à l'éradication de l'État d'Israël qui se trouve dans cet espace-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Est-ce qu'il y aura une mise en examen ou pas ? C'est la question. Il faut signaler qu'hier, 31 mars, la Cour de cassation a publié un arrêt très intéressant. Il a jugé les propos d'un ancien ministre tunisien qui considérait que les dirigeants européens avaient été lâches puisqu'après le 7 octobre, ils avaient, je cite, qualifié de terrorisme ce qui était à ses yeux un acte de résistance évident. Et donc, en cassation, c'est-à-dire au sommet de la hiérarchie judiciaire, après avoir épuisé tous les recours, la Cour a considéré qu'il s'agissait bien d'un délit d'apologie du terrorisme. Est-ce que ça va être appliqué à cette situation ? C'est ce qu'on verra. En tout cas, c'est une mauvaise nouvelle pour la militante qui a annoncé il y a quelques jours avoir été interdite d'entrer au Canada. La raison invoquée sans doute, c'est le trouble à l'ordre public, parce que en effet, en France aussi, à chaque réunion où elle appelle au soulèvement, je cite, des manifestations en sa faveur ou contre elle suscitent des désordres. D'ailleurs, Sciences Po Paris avait interdit son meeting et ça avait été conforté par le Conseil d'État. Mais alors, et je vous le rappelle, c'est à l'occasion d'une de ces réunions à Lyon que les groupes d'extrême gauche et d'extrême droite s'étaient affrontés et que ça s'était fini par le tabassage du jeune Quentin de Ranc qui était décédé de ses blessures. 7 mises en examen avaient été prononcées, dont 3 concernent les proches de Raphaël Arnaud, le fondateur de la Jeune Garde, qui est revenu hier à l'Assemblée nationale. Alors qu'elle avait été protégée à plusieurs reprises par ce service d'ordre, notamment en juin 2024, mais aussi à Lyon, donc en février dernier, je précise pour conclure que Rima Hassan s'est empressée juste après le drame de prendre ses distances avec la Jeune Garde et même d'affirmer qu'elle n'en connaissait pas les membres, bien que leur présence à ses côtés ait été photographiée à de multiples reprises. Bon, je ne sais pas si quelqu'un veut dire un mot. Elle devrait donc, vous nous le dites, sortir de garde à vue ce soir. Il y a une manifestation qui est déjà prévue pour accueillir sa sortie, il faut le préciser. Bon, c'est une façon de transformer évidemment un événement en événement politique. Tout ce qu'a dit Ruth est juste et je souscris. C'est juste moi une question qui vraiment m'obsède. Qui se rend dans un commissariat avec de la drogue dans son sac ? C'est vraiment un mystère. Je crois que c'était des traces ou des restes ou bon. Oui, enfin. Je suis pas en train de. Honnêtement, vraiment, c'est interrogeant. Alors, est-ce que il y a une procédure. Ça dit un sentiment d'impunité ? Je ne sais pas. C'est assez intéressant quand même parce que vraiment, c'est le b.a.-ba. Pas très, oui. C'est pas très malin. Pascal, votre parti pris économique, c'est un grand classique dans les successions immobilières, la guerre des héritiers, frères et sœurs, cousins, cousines, fratries. Et une loi vient d'être votée, vous dites, c'est peut-être la fin des successions fratricides. Oui, vous savez à quel moment se révèlent les familles ? Au moment de l'héritage, évidemment. C'est là que chacun est dans son rôle. Alors, des centaines de milliers de biens, c'est la conséquence de ce que vous évoquez, de biens d'habitation sont à l'abandon, pris au piège précisément des règles qui étaient jusqu'à présent très contraignantes en matière d'indivision. Et c'est à ce titre donc qu'une proposition de loi vise à simplifier aujourd'hui ces règles pour sortir de l'indivision. Alors on attend aussi un décret dans le courant de cet été parce qu'il faut s'interroger sur les modalités, il faut fixer les modalités d'application de cette loi, notamment sur une question qui est absolument centrale, vous allez comprendre pourquoi, c'est celle de la rétroactivité. Est-ce que les nouvelles règles s'appliqueront à des cas d'indivision passée ou est-ce que c'est pour l'avenir ? Dans des régions comme la Corse et l'Outre-mer, qui ont des particularités, c'est vrai, mais 40% du foncier privé est piégé dans le cadre de l'indivision. Donc pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, ce sont des biens immobiliers, dans l'immense majorité des cas, qui sont à l'abandon, qui sont perdus pour tout le monde. Des maisons, des appartements, des lieux d'habitation. Alors, avant le partage, ça c'est la règle en matière de droit, les biens d'un défunt, parce qu'il y a un décès, il y a des héritiers, les biens d'un défunt sont
indivisi, c'est-à-dire considéré en indivision entre les héritiers. S'il y en a plusieurs ou s'il y en a un, évidemment, les choses sont tout à fait différentes. Mais il y a en France, chaque année, 630 000 successions qui sont ouvertes. Vous ajoutez à ça environ 430 000 divorces. Là aussi, il peut y avoir, par effet de longue traîne, des cas qui concernent l'indivision. Donc, c'est pas un phénomène tout à fait marginal, c'est un phénomène important. La règle ancienne était celle de l'accord des indivisaires, on les appelle comme ça, frères et sœurs, par exemple, dans le cadre d'une succession. Alors, vous avez plusieurs cas de figure. Vous avez une famille avec 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Tout le monde est d'accord pour vendre le bien des parents défunts. Il n'y a pas de difficulté. Mais dans certains cas, il peut se produire en effet qu'il y ait des intérêts divergents. La règle était jusqu'à présent, et c'est une formule de droit, nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision. Donc, cette règle, même si elle ouvrait la possibilité à des aménagements, a été considérée comme insuffisante. Il y a encore de nombreux obstacles et donc il fallait réformer. Réformer pourquoi ? D'abord pour réduire les conflits familiaux, ensuite pour réduire les instances judiciaires, éviter la paralysie des tribunaux et pour libérer tout simplement du foncier ou des logements qui sont vacants. Alors comment ? La nouvelle loi s'inspire d'une décision de la Cour de cassation qui date de 2013 et qui déroge à la règle de l'unanimité. La règle, c'était, comme je vous l'ai indiqué par le passé, un accord complet de l'ensemble des héritiers. Donc, premier point, un coup de canif dans le contrat, si je puis dire, on sort de la règle de l'unanimité. Le nouveau dispositif reprend également des dispositions qui viennent de la loi Letchimy. C'était un parlementaire, c'est toujours un parlementaire de l'outre-mer qui permet de saisir la justice pour forcer la vente. Donc, vous voyez qu'on commence à ouvrir un certain nombre de fenêtres. Dispositif complété par d'autres dispositions législatives qui visaient à ouvrir la possibilité de vente, de cession d'un bien, en sortant de la règle de la majorité qualifiée aux 2/3 pour aller vers la majorité simple. C'est-à-dire que vous avez 2 frères ou sœurs qui sont à 50,1% dans un bien, dans un héritage, eh bien on considère qu'on peut vendre le bien. Enfin, le texte de ces 2 parlementaires, qui s'appellent Morel et Turquois, brise la règle du silence en introduisant un nouvel acteur dans cette scène du désaccord, c'est l'avocat. L'avocat sera là au début de la procédure et en s'inspirant là aussi des règles du concordat qui vient d'Alsace et de Moselle, on pourra compter sur un juge pour prendre une décision. Les collectivités, mairies et intercommunalités pourront également se faire transmettre à l'avenir des informations des services fiscaux pour préempter un certain nombre de biens. Vous avez en France des villes et des villages dans lesquels il y a des séries de maisons qui sont abandonnées, mais pas depuis une génération. Vous avez des cas qui sont centenaires, pratiquement. Donc, vous avez des ruines aujourd'hui, des espaces qui pourraient être construits. Je pense que c'est une loi qui est tout à fait utile, qui ne dépossède personne de son dû, qui permet de limiter également la perte de biens sur le marché, l'abandon de biens sur le marché. J'ai été très heureux d'ailleurs de pouvoir traiter ce sujet, parce que pour une fois, je trouve que c'est une loi qui est extrêmement utile. On voit que les parlementaires ont, dans des domaines souvent très techniques, du quotidien, un rôle qui est un rôle essentiel. Abnouz, votre parti pris international, et attention, morceau de bravoure, parce que on a mis la main sur l'enregistrement des conversations entre le ministre hongrois des Affaires étrangères, qui, sitôt les conseils terminés, relatait tout le détail des conversations à son ami, le ministre des Affaires étrangères russe. Mais oui, imaginez un peu la scène. Vous êtes là, réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Ça discute sanctions contre la Russie, ça discute Ukraine, ça discute guerre, ça discute secret défense. Et puis il y a une pause. Certains vont prendre un café. Et ben que faisait le ministre des Affaires étrangères hongrois, Peter Szijjártó? Il téléphonait à son homologue russe Lavrov pour lui rapporter le contenu de la discussion, et pas une fois, régulièrement. Donc je crois qu'il y a un extrait de ces conversations qu'on peut entendre. Ah, on va les entendre? Oui, je les avais... on les entend alors. On peut l'écouter. You were on all headlines in the Russian media today. Oh, did I say something wrong? No. They were just saying that you are pragmatically fighting for the interests of your country. Oh, well.
Alors ça dit, vous l'avez complètement compris, l'asservissement flippé du Hongrois, j'ai pas d'autre terme. C'était 1 heure seulement après son arrivée à Budapest, en provenance de Saint-Pétersbourg, le 30 août 2024. Il reçoit un coup de fil de Lavrov et qui lui dit ça. Et vous entendez, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? C'est extraordinaire. Et l'autre de le rassurer, mais non, t'as cartonné, tout va bien. Dans un autre enregistrement, on entend « Je suis toujours à votre service », dit Peter Szijjártó à son homologue russe. Et selon les mots d'un haut responsable du renseignement européen, c'est le lexique d'un contact entre un officier et son agent. Que voulez-vous? Et je trouve que cet extrait, quand même, dit beaucoup de choses. C'est pour ça que certains analystes parlent déjà du plus grand scandale d'espionnage depuis la guerre froide. Alors, il faut savoir que ces enregistrements concernent des conversations téléphoniques. Alors, c'est plusieurs médias d'investigation qui les ont mis à jour, et ça concerne les conversations entre Lavrov et Szijjártó entre 2023 et 2025. Alors, à quel point le Hongrois a-t-il été utile aux Russes? Alors, particulièrement en obtenant la levée de sanctions concernant plusieurs oligarques. On l'entend dans l'enregistrement très distinctement. Le ministre hongrois promet à Lavrov de faire pression pour que la sœur d'un mania minier proche du Kremlin soit retirée des listes des sanctions de l'UE, et ce sera chose faite. C'est ce qu'on peut appeler de la sous-traitance. Szijjártó n'est pas un ministre des Affaires étrangères, mais le représentant de Moscou à Bruxelles. Il est logé, nourri, financé par les contribuables européens. Je n'exagère pas, c'est peut-être ça le pire. Pendant ce temps-là, Szijjártó, c'est ça, je trouve ça assez drôle, s'est dit scandalisé par le fait que ces conversations aient été interceptées. Mais oui, moi je trouve que le scandale est là. Et Orban, vous allez me dire, alors qu'est-ce qu'il fait Orban dans cette affaire? Eh bien, lui a fait ouvrir une enquête. Et là, on dit, oh, eh ben non, pas contre son ministre, contre le journaliste qui a dévoilé l'affaire. Il est soupçonné, ce journaliste, d'espionnage au profit de l'Ukraine. C'est Kafka à la sauce stalinienne. Alors, comment on est en arrivé là? C'est quand même moi à chaque fois la question que je me pose. Comment ont-on pu laisser siéger pendant des années autour des tables les plus secrètes de l'Europe un régime qui travaille activement contre elle, parce que je n'ai pas d'autres mots? Comment l'Europe a pu hausser les épaules, invoquer le principe de souveraineté nationale, la règle de l'unanimité, les subtilités du droit institutionnel? La règle de l'unanimité, c'est celle-là qui permet à un seul pays, à un seul État membre, en l'occurrence la Hongrie, de bloquer seul l'aide à l'Ukraine tout en continuant de toucher les fonds européens. On a quand même le sentiment d'avoir inventé un système où il suffit d'avoir une taupe qui fait bien son travail, et de toute évidence lui il fait bien son travail, dans la maison Europe pour paralyser les 27 pays. Imaginez encore, à chaque réunion de l'UE, il y avait Moscou derrière la table, déplore un responsable européen, et c'est intéressant qu'ils aient tous voulu rester anonymes d'ailleurs. Nous avons élargi l'Europe avec une générosité admirable et une naïveté qui confine au délire, car nous savions, puisque Orban ne nous l'avait jamais caché, c'est ça le délirant, ses liens idéologiques, financiers et politiques avec Poutine. Alors, bon, maintenant que l'enregistrement existe, est-ce qu'on peut toujours continuer à se cacher derrière nos yeux? Eh bien oui, qu'a dit la Commission européenne? Allez-vous me demander? Elle a déclaré que c'était extrêmement préoccupant, sans rire, et qu'elle attendait des éclaircissements de Budapest. Tout le monde a peur. Non, mais on n'est pas rendu, hein. Je peux pas le dire autrement. Car il est simple de nommer ce qu'on voit, un État autoritaire, en l'occurrence la Russie, qui utilise ses relais à l'intérieur de l'Union européenne pour la déstabiliser, la fragmenter, et qui finance pour ça des partis, des hommes et des gouvernements entiers. Alors, mais même si Orban perd les élections à venir, parce qu'il est en mauvaise posture le 12 avril prochain, la question même se pose: comment construit-on une Europe qui ne peut pas être sabordée de l'intérieur? Et ça, c'est pas une question institutionnelle, c'est comment faire pour ne pas offrir à ses ennemis, parce que c'est nos ennemis, un siège, un veto et surtout un accès illimité à nos secrets. Et c'est là où il faut comprendre, c'est pas juste une réforme qui va changer ça, c'est une question de survie pour l'Union européenne. Donc il faudrait quand même, quand on a les yeux grands ouverts, faire quelque chose de ce qu'on voit. Il y a déjà des sanctions contre le régime d'Orban, hein. Il y a déjà des subventions qui sont pas. Non, mais bien sûr. Sous, quoi. Enfin, non, mais justement, il y a des sanctions, mais c'est vrai que on n'arrive pas. Et après, ce sont les Hongrois eux-mêmes qui vont décider la semaine prochaine. Hein. Voilà. Et la Slovaquie fait la même chose. Est loin d'être acquise. Hein. Il gouverne depuis 2010, je crois, en Hongrie, donc ça fait 16 ans. Mais là, sa victoire est loin d'être acquise. Tout à fait. Et la Slovaquie de Robert Fico fait exactement la même chose avec la Russie. Donc maintenant, on a deux taupes. Merci à vous trois pour ces partis pris. Merci à vous de nous avoir suivis.